Il m'a fallu 6 mois pour perdre 25 kilos. J'ai monté plein de boîtes. Certaines ont marché, d'autres pas du tout. Et il y a eu un petit déclic, un gros déclic même en 2023 quand j'ai fait un burn-out et que j'ai décidé de dire ciao. Je me suis complètement mise de côté sur la partie santé. Ça faisait quelques années que je prenais du poids, mais à ce moment-là, ça a accéléré. J'étais tout le temps fatiguée. J'étais très irritable. Et la première chose que je décide de faire, c'est d'abord de me reprendre en main sur le plan physique. Il m'a fallu 6 mois pour perdre 25 kilos. Et toutes ces petites actions me font me sentir mieux mentalement. Et je réalise qu'en fait, au-delà de la perte de poids, qui est un truc très chouette, ce qui se passe réellement, c'est que je sors d'une dépression. Je suis mentor business, principalement pour des solopreneurs. Moi, je les accompagne sur le passage de 200 000 € de chiffre d'affaires annuel vers 1 million. Tu bosses quoi, 4-5 heures par jour ? Quand je fais 5 heures, déjà, j'ai l'impression de faire une journée énorme. Genre vraiment. Je pense qu'avec l'IA, demain, le prochain cap des solopreneurs français sur le marché francophone, c'est plutôt du 10 millions d'euros par an. Salut Adri. Salut Isabelle. Ravie de t'avoir ici dans ce podcast. Eh ben ravie également, merci beaucoup pour l'invite. Tu es menteur. Menteur, et ben voilà, ça commence bien. Bon, ça commence bien. Tu es mentor pour entrepreneurs qui veulent scaler. Est-ce que tu peux m'expliquer avec tes mots un petit peu ce que tu fais ? Ouais, tout à fait. Du coup, je suis mentor business, principalement pour des solopreneurs, donc des personnes qui travaillent seules ou avec des équipes uniquement de freelance et pas de salariés. Plutôt des solopreneurs avancés qui veulent scaler. Moi, je les accompagne sur le passage de 200 000 € de chiffre d'affaires annuel vers 1 million. Et pour les accompagner, ce que je mets en place très concrètement, c'est des offres scalables, donc des offres qui permettent d'accompagner pas un client à la fois, mais plutôt 10, 15, 20, 100 d'un coup. Et tout ce qui va être campagne marketing pour vendre ces offres scalables. Super. Est-ce que tu as des exemples concrets ? Ouais. Avec des personnes en particulier pour dire exactement ce que tu fais ? Ouais, carrément. Moi, je suis très active dans l'écosystème LinkedIn et donc mes clients le sont aussi. C'est généralement des créateurs de contenu très visibles sur LinkedIn. Par exemple, Thibault Louis, qui a lancé en 2025 son bootcamp LinkedIn, qui est devenu un des produits phares sur le secteur. On l'a lancé... Ouais, je connais bien. Ouais, tu l'as fait 5 fois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai enchaîné à chaque fois. Ouais, c'est un produit qui a rencontré vraiment un gros succès. On a eu plus de 800 clients dessus. Et l'intérêt de lancer un produit comme ça pour un profil comme Thibault, c'est qu'en fait, il pouvait accompagner des dizaines de personnes d'un coup sur un format assez intense. Donc, c'était hyper scalable, hyper cohérent avec son positionnement, mais aussi ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires. Pour donner d'autres exemples, j'ai aussi accompagné Stéphanie Dodier, qui est très visible sur la thématique des femmes, plutôt même des seniors hommes et femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai aussi eu l'occasion de bosser avec toi, donc la boss. Moi, généralement, quand je te présente, je dis la boss anti-sucre. Mais je sais pas si c'est une catégorie que tu veux revendiquer, mais en tout cas, c'est comme ça que je te présente. Donc ouais, plutôt des profils dans des domaines très variés, mais qui ont le point commun d'être très visibles sur LinkedIn et ou Insta et ou YouTube, et qui veulent du coup développer leur business de manière scalable, c'est-à-dire en fait décorréler les efforts du chiffre d'affaires. Et c'est vraiment ça le sujet, c'est réussir à faire plus de chiffre d'affaires, mais sans que ça devienne une prison. Qu'ils soient obligés d'avoir des grosses équipes, que leur marge baisse, sans qu'ils soient obligés d'accompagner eux-mêmes chaque client individuellement et qu'en fait leur emploi du temps soit complètement surchargé. En fait, c'est souvent des solopreneurs qui privilégient la liberté, le temps libre et leur sérénité, et qui du coup veulent trouver un modèle qui équilibre tout ça. C'est vrai que tu es super connue sur LinkedIn, sur les bootcamps. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce format qui est de plus en plus populaire ? Ouais, carrément. Du coup, j'ai accompagné environ 40 bootcamps à être créés depuis janvier 2025, donc c'est vraiment énorme. Un bootcamp, pour moi, c'est un peu la nouvelle version de la formation en ligne, si je devais le démocratiser. C'est une expérience où on privilégie l'action. Exemple du bootcamp LinkedIn Cash de Thibault Louis, c'est 21 jours pour apprendre à poster sur LinkedIn. Chaque jour, tu reçois un template de post et ça te force à passer à l'action. Donc vraiment un bootcamp c'est ça, il y a une dimension action où on va transmettre en tant qu'entrepreneur son expertise en faisant passer à l'action les membres de son bootcamp. La deuxième dimension c'est l'accès à des ressources asynchrones, donc il y a quand même une dimension de formation on va dire. Typiquement là j'ai accompagné un bootcamp IA, ça passe par de la mise en pratique tous les jours sur l'IA, mais aussi l'accès à des ressources vidéo pour se former. Et le troisième pilier d'un bootcamp pour moi c'est la dimension communautaire.
parce que le fait de rejoindre une cohorte de personnes qui ont le même objectif au même moment, ça met dans une énergie de folie, ça motive et ça challenge et ça a aussi de la valeur. Et en fait, quand on a ces 3 éléments-là, pour moi, on a un bootcamp, peu importe le format. Ça peut être 21 jours pour percer sur LinkedIn, ça peut être 3 mois pour réussir sur YouTube, ça peut être 2 mois pour implémenter de nouvelles habitudes de sommeil. En fait, ça peut vraiment s'appliquer sur absolument toutes les thématiques et tous les formats et tous les prix aussi. Contrairement à ce qu'on pense, un bootcamp, c'est pas forcément un produit à 500 €. Il y a un petit peu de tout. Mais c'est une méthodologie pédagogique qui a du sens pour les clients, parce que du coup, elle pousse à passer à l'action, donc il y a plus de résultats. Ce qui a du sens, forcément pour l'entrepreneur, parce que au lieu d'accompagner un client en individuel, un par un, tu en accompagnes 10, 20 ou 50 d'un coup. Ouais, je trouve ça assez incroyable que ça puisse s'appliquer à plein de domaines de l'entrepreneuriat. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait ton bootcamp, justement, et puis il y avait plein de domaines qui étaient... C'est hyper polyvalent, en fait. Ça s'applique à tout le monde. Complètement. Et c'est quoi, par exemple, les domaines qui peuvent s'appliquer à un bootcamp? Qu'est-ce que tu as accompagné? Alors, forcément, beaucoup sur l'IA. Ouais, j'en ai accompagné plusieurs sur l'IA. C'est hyper dans l'air du temps, mais il y a des bootcamps aussi B2C. Le tien est un parfait exemple, tu vois, 21 jours pour se libérer du sucre. Le bootcamp a énormément de sens sur cet enjeu-là. J'ai accompagné aussi des bootcamps de transformation un peu plus 360, un bootcamp à destination des facilitateurs. Donc c'est un métier en entreprise donc Jean-Philippe, il a lancé son bootcamp facilitateur stratégique et ça a duré 2 mois et c'était pour aider les facilitateurs à trouver plus leur place, affirmer davantage leur autorité et finalement derrière avoir plus d'impact chez leurs clients. Voilà, c'est un exemple. Là, en ce moment, dans la 3e édition de mon programme d'accompagnement Bootcamp System, j'accompagne la création d'un bootcamp que je trouve génial sur la préparation mentale pour les sportifs. Et pas que les athlètes professionnels, mais aussi, tu vois, quelqu'un comme moi qui, là, dans 2 semaines, je cours un marathon. En fait, le stress du jour J peut être énorme et te faire perdre tes moyens. Et du coup, Clément, que j'accompagne, il est en train de lancer un format, je crois que c'est 1 mois, pour apprendre à maîtriser son stress et en faire quelque chose de positif le jour J, quelque chose de porteur, plutôt que quelque chose qui nous dessert. Voilà, c'est quelques exemples, mais vraiment, il y a tout. En ce moment, j'accompagne un bootcamp sur l'auto-hypnose pour venir réguler ses émotions, notamment dans le rapport à l'alimentaire et perdre du poids. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple originaux ? J'ai un exemple fou. J'ai accompagné Odile qui a lancé un bootcamp pour désencombrer sa maison. Parce qu'il y a des profils, je pense que t'en fais sans doute pas partie, mais il y a des profils qui ont une tendance à l'encombrement et au désordre. Et pour lesquels c'est vraiment très difficile en fait de se tenir à carreau sur ça et de du coup se sentir bien chez eux, à l'aise pour accueillir des gens et tout. Et donc elle a lancé un bootcamp sur ça. Enfin vraiment le champ des possibles est ouvert et j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas un secteur où lancer un bootcamp c'est impossible. Du coup, tu as appliqué ce système sur toi-même. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu as scalé. Ça s'est passé comment ? C'est exactement ça. Donc, j'ai créé mon propre bootcamp qui s'appelle Bootcamp System et qui permet aux gens, en 28 jours, de créer leur bootcamp. Ça m'a permis de scaler parce que, à l'origine, mon modèle, c'était de faire de la prestation en ce qu'on appelle done for you. C'est-à-dire que je recevais une demande et je mettais tout en place de A à Z. Ça, forcément, il y a une limite de temps. Déjà, dessus, je ne pouvais pas prendre beaucoup de clients en même temps. Mais au-delà du temps, parce que j'aurais pu résoudre cette problématique-là juste en augmentant mes prix par rapport aux résultats que j'avais eus avec des clients emblématiques. Mais vraiment, ce qui m'ennuyait, moi, c'était plutôt que je ne pouvais pas accompagner autant de gens qui me contactaient, que ceux qui me contactaient. Et en termes de charge mentale, je trouve ça énorme, en fait, quand tu fais pour plusieurs clients en même temps. Donc j'ai eu cette limite-là. Ma première étape pour scaler, pour te raconter, ça a d'abord été de me dire « Ok, j'arrête de prendre des missions one-shot, je prends quelques clients sur le long terme et j'intègre du variable. » Comme ça, je suis rémunérée, peu importe... c'est pas une question de temps passé, c'est une question de résultat, donc d'efficacité de ce que j'ai mis en place. Ça a été ma première étape. Ça m'a mené à environ 150 000 € de CA, ce qui était vraiment déjà très chouette. Mais l'année dernière, j'ai encore plus décorrélé mon temps de travail réel de l'impact que j'ai chez mes clients, des résultats que je leur permets d'avoir, et donc de mon chiffre d'affaires à la fin, en lançant mon bootcamp. Et ça m'a mené à 200 000 € sur 2025 de CA hors taxe. Et l'année 2026 démarre très bien, donc j'espère exploser ce record. Ah, trop bien. Du coup, c'est
Si on peut retracer un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé? D'où tu viens? Est-ce que tu étais destiné à faire scaler des entrepreneurs solo? Bah, je pense plutôt pas, clairement. Généralement, quand je me présente, pour la blague, je dis que j'ai fait une école de communiste, parce que j'ai fait Sciences Po à Bordeaux. J'ai un peu enchaîné les diplômes, parce que je pense que mes parents n'ont pas fait d'études, donc je voulais, sans doute ils m'ont poussé aussi un petit peu, parce que ça allait rassurer, avoir plein de diplômes pour être sûr que ça allait bien marcher pour moi dans la vie. Donc j'ai fait Sciences Po Bordeaux, parce que je m'ennuyais à Sciences Po, j'ai fait la fac de droit à côté. Et ensuite j'ai fait Centrale Supélec à Paris pour apporter une dimension innovation dans tout ça. Je ne me suis servi d'aucun de ces diplômes, puisque j'ai découvert l'entrepreneuriat très tôt, j'avais 22 ans, c'était en 2016. Je suis tombée dedans complètement par hasard, j'ai adoré. Et j'ai jamais été salariée. Donc j'ai monté plein de boîtes. Certaines ont marché, d'autres pas du tout. Et comme ça, de 2016 à 2023, j'ai enchaîné les aventures plutôt collectives. J'ai commencé en freelance, mais assez vite, je me suis structurée en agence. Donc j'ai eu des associés et des salariés. Ensuite, j'ai monté une start-up. Je suis venue à Paris pour ça. J'ai eu des associés salariés, évidemment, mais aussi investisseurs au board, parce qu'on avait levé des fonds. Et tout ça, en fait, m'a conduit à un surmenage, très concrètement. Je me suis complètement mise de côté sur la partie santé. Je me perdais dans le taf. Ça allait pas, franchement, en termes de santé mentale à ce moment-là. Et il y a eu un petit déclic, un gros déclic même en 2023 quand j'ai fait un burn-out et que j'ai décidé de dire ciao à tout ça. Donc sur le papier, pas grand-chose à voir avec le scale des solopreneurs, mais il y a un lien parce que j'avais déjà entrepris, parce que je connaissais cette réalité-là, parce que forcément dans toutes mes expériences, j'avais fait du marketing et du business malgré tout, même si j'ai eu aucun cours de marketing de toute ma vie, ni à Sciences Po ni à Centrale. Mais c'est surtout le fait que j'ai découvert le solo business et des gens qui arrivaient à faire ce qu'ils aiment sans la contrainte de devoir aller dans un bureau tous les matins, 8 heures, de passer leur temps en réunion de management avec leurs équipes, etc. Je me suis dit, ok, ça c'est incroyable, je veux étudier ça à fond, je veux faire ça. Et en étant dans l'écosystème, j'ai découvert que je pouvais apporter de la valeur à d'autres solopreneurs. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai monté mon activité. Ah oui, donc t'es passé du wokistan au bossistan, c'est ça? Ouais, Thibaut adore dire ça. Mais c'est vrai que forcément, pendant mes études à Sciences Po, je vais pas te cacher, c'était un milieu très gauchiste, en fait. Pour l'anecdote, ils ont fait une simulation des élections présidentielles. S'il y avait eu que les étudiants de Sciences Po qui avaient voté, ça aurait été Mélenchon versus Hollande au second tour, en 2012. Donc, la droite n'existait pas. Et pour l'anecdote aussi, quand je suis rentrée à Sciences Po, moi j'étais plutôt de droite. Et en fait, j'ai rejoint une asso de droite et notre asso était tellement mal vue que nos affiches étaient arrachées dans les couloirs de Sciences Po. Moi, on m'a traité d'homophobe. Bon, j'ai été mariée à une femme, j'ai une copine, voilà. On m'a traité d'homophobe, de raciste, de tout ce que tu veux, juste parce qu'on était de droite. Donc forcément, on était méchants, en fait. C'était fascinant. Après, en réel, l'environnement de Sciences Po m'a quand même transformée et j'ai eu ma petite période woke. J'ai eu ma période boycott de l'avion, j'ai eu ma période vegan à 100%. Voilà, j'ai eu cette période-là. Et du coup, on arrive à ton déclic, ça se manifestait comment? Burnout, ça veut dire quoi? Alors, ça n'a pas été diagnostiqué, donc peut-être que je suis maladroite déjà en utilisant ce terme-là. Non, mais ce sont tes mots, donc... Ouais. En fait, fin 2022, je décide de mettre un terme à l'aventure entrepreneuriale que j'avais à ce moment-là avec une agence, en fait. Parce que déjà, on galérait à trouver notre marché, c'est-à-dire qu'on avait du chiffre d'affaires récurrent tous les mois, on payait les équipes, on payait les bureaux, mais on générait pas énormément de marge. Et en fait, c'était stressant. C'était beaucoup d'efforts pour peu de rentabilité derrière. Et on commençait à être très désaligné avec mes associés. Donc à ce moment-là, je décide de mettre un terme à ça et je réalise à quel point je suis fatiguée parce que j'ai besoin de un mois et demi de rien, juste pour retrouver l'envie de faire quelque chose. Mais j'étais un peu bille en tête, il faut absolument que je continue et tout. Donc début 2023, je monte une boîte et en fait ça a duré jusqu'à août, grosso modo. Et à ce moment-là, je fais vraiment un énorme break. Comment le burn-out s'est manifesté? Déjà, ça faisait quelques années que je prenais du poids, mais à ce moment-là, ça a accéléré. Je mangeais de manière compulsive,
complètement mes émotions, hein, très concrètement. Je suis atteint plus 25 ou plus 30 kilos par rapport à aujourd'hui. J'étais tout le temps fatiguée. J'étais très irritable. J'étais vraiment à fleur de peau tout le temps. Et quand cette aventure s'est terminée, de ma volonté, en tout cas j'ai quitté le projet, j'ai revendu mes parts. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que pendant 2 mois, j'ai plus rien faire. J'étais plus en état de travailler. Donc, heureusement, j'avais un peu d'argent de côté, ça m'a pas mise en difficulté ni rien. Mais quand même un gros choc à ce moment-là. Et la première chose que je décide de faire, c'est d'abord de me reprendre en main sur le plan physique. Je repense pas à monter un truc ni rien. Je me dis, ok, ça fait ça devait faire du coup à l'époque 7 ans que je privilégie le taf. Et je vais privilégier ma santé pour une fois. Je prends un coach pour m'aider sur la partie hygiène de vie, sport, alimentation, et je commence à perdre du poids. Et en perdant du poids, pour perdre du poids, ce qu'il fait, ce coach, c'est qu'il me met en mouvement. Il me fait marcher, il me fait sortir, il me fait mieux manger, il me fait ressentir ce que je ressens quand je mange, prendre le temps, etc. Et toutes ces petites actions me font me sentir mieux mentalement. Et je réalise qu'en fait, au-delà de la perte de poids, qui est un truc très chouette, ce qui se passe réellement, c'est que je sors d'une dépression. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai aussi réalisé, ça pour le coup, j'ai été suivie ensuite, je sors d'une dépression qui avait duré des années, mais vraiment très longtemps. Et pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, au bout de 6 mois, je me sens bien. Je peux de nouveau ressentir de la joie, de la motivation. J'ai de l'énergie parce que j'ai perdu du poids, je mange mieux, je dors mieux, je fais ce qu'il faut pour aller bien. Et c'est à ce moment-là ensuite que du coup je me dis ok, ça va mieux côté perso, il s'agirait de faire quelque chose côté pro, d'aligner. Et la personne qui m'a aidée dans ce chemin, c'est Thibault Louis, puisque j'ai rejoint un de ses programmes. Je crois que ça s'appelait Gautistan, quelque chose comme ça, je sais plus. C'était un programme, on était 7, je crois, 6 ou 7 dans la cohorte, 3 mois d'accompagnement avec Thibaut, groupe WhatsApp. Et là, je découvre le solopreneuriat, il me challenge sur toute ma vision, etc. Et ça a été le début de tout le reste. Je voulais revenir sur ton déclic, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? T'avais le dos au mur et tu t'es dit, là, il faut que je réagisse parce que c'est plus possible autrement. Comme je te disais, le déclic, c'est vraiment au départ un truc de je suis mal, je vais vraiment mal. Et je pense que moi, de mon côté, il s'est exprimé. J'arrivais pas à entendre que j'étais triste. Donc, ce que j'ai réussi à comprendre à ce moment-là, que j'ai pris comme déclic, c'est juste je supporte plus mon corps. J'arrivais plus à sortir de chez moi. J'avais trop honte, en fait, de mon corps. Et donc, vraiment, le déclic, il est sur cet aspect-là, au départ. Et c'est travailler sur ça qui me permet d'ensuite aller mieux et qui me permet ensuite d'avoir envie de développer un business aligné. Mais c'est un peu particulier parce que ça c'est pas du tout lié réellement au business ou au travail, en fait. Et du coup, en fait, c'est passé d'abord par ton corps pour monter cette énergie qui était très basse, finalement, et en t'occupant de ton corps, du coup, tu as eu une énergie pour reprendre le boulot. Et comment ça s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as mis en place comme routine, hein, que tu as gardé peut-être ? Donc, ça fait 3 ans ? Ouais, c'est ça. Ça fera 3 ans bientôt. Ce que j'ai mis en place, c'est prendre le temps plus dans la vie quotidienne pour un peu réduire le stress aussi. Prendre le temps de manger, chose que je faisais pas. Donc maintenant, au départ, c'était tellement dur que je me chronométrais. Puis en plus, j'avais tellement une culture de la performance et tout que je lançais le chronomètre quand je mangeais. Je me disais, allez, il faut que je tienne 20 minutes. Pendant 20 minutes, je ne terminerai pas cette assiette avant 20 minutes. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez normal. Je pose la fourchette. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais il y a quand même une part de conscient encore aujourd'hui. Ça a été marcher beaucoup. Moi, la marche m'a sauvé la vie, mais littéralement. J'étais quelqu'un qui ne bougeait pas du canapé, du canapé bureau, grosso modo. Et donc sortir, marcher, être dehors, ça m'a donné envie ensuite, parce qu'il faut force de faire les tours des quais à Bordeaux, vraiment je devenais folle, donc ça m'a donné envie d'aller marcher dans la nature. Donc j'ai commencé à prendre la voiture et à aller marcher dans la forêt, etc. Et j'étais en mode waouh, c'est incroyable en fait, ça fait vraiment du bien. Donc ça a été ça. Et prendre soin de mon sommeil.
comprendre que on peut pas avoir une bonne santé mentale, on peut pas être stable émotionnellement si on est fatigué. Et vraiment apprendre à juste me dire, c'est pas normal de dormir 5 heures par nuit. Il n'y a pas de fierté à travailler tout le temps, à être épuisé tout le temps, etc. Les 8 heures de sommeil par nuit, maintenant, c'est juste un impératif. Mais ouais, mais comment est-ce qu'on fait un virage comme ça à 180 degrés ? Tu vois, tu passes vraiment d'une vie où tu te crames, en fait, une vie où tu dis, je chronomètre le temps passé à table, quoi. Sincèrement, c'est grâce à la personne qui m'a aidée à ce moment-là, qui s'appelle Jonathan, mon coach santé, du coup, qui justement ne m'a pas fait faire un virage à 360 d'un coup, mais m'a aidé à implémenter des habitudes petit à petit. Donc, pour l'anecdote, j'avais un défi par semaine. Je ne connaissais jamais le défi avant. Et la première semaine, c'était très simple. Il m'a dit, ne change rien. Juste à la fin de chaque repas, tu notes comment tu te sens en termes de remplissage. Et je réalisais déjà, après la fin de cette première semaine, j'ai réalisé à quel point, souvent en sortant de table, je me sentais mais en mode j'ai trop mangé. Premier déclic. Ok, je mange trop. Ensuite, il m'a fait faire... il m'a dit, essaye de mettre de l'intention sur manger lentement. Et tu vas noter à la fin de chacun de tes repas à quel point tu as réussi cette intention-là. Sur 3 étoiles, 1 étoile, tu as essayé mais c'était pas top. 0 étoile, tu n'as pas réussi, tu n'y as pas pensé. 3 étoiles, tu y as pensé, tu l'as fait, tu t'es senti bien. Donc j'ai fait ça. Et puis petit à petit, comme ça, il a implémenté plein de choses. Il m'a poussé à implémenter plein de choses, c'est moi qui les ai implémentées du coup. Mais ça a pas été un changement 360, ça a été un changement de petites habitudes qui sont ensuite devenues un changement identitaire, parce que je suis devenue quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, qui veut bien manger. Je suis devenue quelqu'un qui privilégie le sommeil versus les soirées avec les gens. Je suis devenue quelqu'un qui boit pas d'alcool. Je suis devenue quelqu'un qui marche entre 10 et 20 000 pas par jour de manière catégorique. J'ai pas le droit de déroger à ça, je veux pas déroger à ça. Je suis devenue quelqu'un qui fait du sport. Je me suis toujours définie comme je suis pas sportive. Après avoir commencé à marcher, je me suis dit peut-être pourquoi pas courir. Je commençais à courir. Je suis allée à la salle de muscu et maintenant les gens s'ils me découvrent aujourd'hui, ils se disent Adri, elle fait du sport tout le temps. Mais vraiment jusqu'à du coup, je sais pas, j'avais quel âge, 27 ans. Non, 28 ans. On aurait posé la question à n'importe qui de mon entourage et la personne aurait dit jamais de la vie Adri fait du sport. Donc c'est progressif. Changement d'identité. Ouais. Et du coup, ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'Adri ? Une journée dans la vie d'Adri, aujourd'hui, c'est assez routinier. Comme je te disais, moi j'aime bien les routines, ça me rassure. Donc la réalité, c'est que toutes les matinées me sont consacrées et je décide de commencer la journée en faisant quelque chose qui est pour moi. Et pour moi, c'est un peu un message que je me donne, en mode ça, la priorité, c'est ça. Et du coup, toutes les matinées sont consacrées à marcher ou courir dans la nature. En gros, je me réveille, je m'hydrate, je prends mes compléments alimentaires et de suite après, je sors. Ça me permet de m'exposer au soleil de suite. Je marche et je cours. Puis je rentre. Généralement, quand je rentre, il est quelque part entre 11h et 13h. Ça dépend des journées. Et à ce moment-là, je commence la journée de taf. Et donc, je bosse jusqu'à généralement 17h. Et à ce moment-là, généralement, je cherche à faire des choses pour redescendre. Souvent, je vais marcher à nouveau. Mais tu manges quand même. Je mange quand je reviens, si j'ai faim. Il m'arrive de pas manger si j'ai pas faim. Je mange toujours le soir. Parce que si ça a un moment social avec ma copine. Et du coup, on mange ensemble. Et souvent, le soir, en vrai, je peux refaire du sport, mais du sport plaisir. C'est-à-dire que c'est soit de la muscu parce que j'en ai envie, soit de l'escalade avec ma copine parce que c'est ludique. Ça va être des choses comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc, tu bosses quoi, 4-5 heures par jour ? Entre 3 et 5 heures. J'ai calculé la moyenne vraiment ces derniers mois. Quand je fais 5 heures, déjà, j'ai l'impression de faire une journée énorme. Genre vraiment. Donc, ouais, c'est ça. Entre 3 et 5 heures. Et du coup, là, actuellement, c'est quoi tes projets ? Là, je suis en plein dans la 3e édition de mon bootcamp système, donc mon énergie est quand même très focus, évidemment, sur les participants du bootcamp. J'essaie d'être là pour eux. On a quelques belles surprises qui arrivent avec mes clients long terme sur les prochains mois, donc j'y pense. Mais sinon, pour moi, ma boîte, là, je réfléchis à un nouveau programme que je veux lancer à l'été 2026, qui s'adressera toujours aux solopreneurs qui veulent scaler.
Donc ça, c'est côté business. Côté perso, j'ai un marathon en 2 semaines. Ah oui, quand même. Donc bon, voilà, c'est un peu la prio là, même si tout est déjà joué, 2 semaines avant. T'es venu de Montpellier en courant, c'est ça? Exact, bah, évidemment, évidemment. De toute façon, je sais pas me déplacer autrement qu'en courant. Non, mais ouais, j'ai ça. Et puis, déménagement en Thaïlande à la fin de l'année. Génial, hein. Qu'est-ce que tu vas faire en Thaïlande? Ben, je voudrais m'expatrier là-bas sur le long terme. On va commencer par 1 an, et puis on verra ensuite. Dingue. Mais ouais, j'ai trop hâte. Tu es déjà allé, tu m'avais dit? Oui, ouais, j'ai vécu au Laos pendant quelques années, et du coup on allait souvent en Thaïlande aussi. Et ouais, c'est un pays de cœur pour moi, j'adore. T'aimerais y retourner? Ouais, je vais aller te voir, Adri. Tu vas me voir débarquer, sauf qu'on est 6. Bah pourquoi pas, hein. Beaucoup de projets passion. Ouais. Et pas uniquement axés sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te plairait de faire maintenant? Là, je sens un changement. Ouais. Un changement de direction, toujours solopreneur, mais tu cherches ton nouveau format? Ouais, je cherche un nouveau format. Je m'éclate sur le bootcamp système, mais c'est un format court, d'1 mois, très intense. Et je sens après que je pourrais accompagner les personnes plus longtemps, en fait, d'une manière plus profonde. Et c'était un choix de ta part de ne pas le faire, non? Oui, c'était un choix de ma part de faire sur un format court, le bootcamp système, parce que je suis un profil assez introverti. Et donc, ce type d'accompagnement, moi, j'arrive à m'y mettre à 100% et être une ressource pour mes participants. Mais je pense pas que je pourrais être une ressource pour des entrepreneurs tout au long de l'année de manière égale. En fait, j'ai vraiment besoin de périodes où je suis là et de périodes où je disparais des radars. Complètement. Personne m'entend, je parle à personne sur WhatsApp, etc. Donc j'ai vraiment cet équilibre-là. Et pendant mon bootcamp, en fait, j'adore vraiment accompagner les participants. C'est la partie que je préfère, en fait, sur mon bootcamp, c'est ça. Mais je me connais, je sais que je suis introvertie, ça me prend de l'énergie. Donc je fais tout autour pour avoir le bon niveau d'énergie. D'où les matinées, quoi qu'il arrive dans la nature. L'après-midi, c'est le moment où je réponds aux questions de mes participants. Je vais au spa. Toutes les semaines, je me fais masser. Enfin, vraiment, tout est pensé, en fait, pour que je sois au taquet sur cette période-là. Et l'accompagnement que je voudrais lancer, en fait, c'est juste que je sens que je pourrais avoir plus d'impact en accompagnant quand même plus longtemps, mais surtout sur des enjeux qui nécessitent plus de temps d'application aussi par les participants. Parce que sur 1 mois, en fait, il y a une autre contrainte qui n'est pas que juste moi, qui est juste à quel point les participants, ils ont le temps de mettre en application entre une semaine et l'autre. Oui, parce qu'il était quand même chargé, ton bootcamp. Ouais, c'est vrai, appliquer, c'est dense, mais c'est vrai qu'on peut y revenir et on va pas tout faire en 1 mois, quoi. C'est ça, mais c'est vrai que c'est intense. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un espace plus long. Et puis même stratégiquement, pour moi aussi, j'ai envie d'aller vers ça, j'ai envie de développer une offre evergreen, donc qui sera pas un format cohorte, donc pas un format avec une date de début, une date de fin, mais un format sur lequel je peux accueillir des gens tout au long de l'année. Parce que je pense que ça va donner beaucoup de sens à ma présence sur LinkedIn, au fait que je veux me développer sur YouTube et que je veux développer une machine marketing en fait qui peut générer des rendez-vous tout au long de l'année. Et il faut que j'ai quelque chose à proposer en face aussi. Aujourd'hui, il y a plein de moments où j'ai des sollicitations et j'ai rien à mettre en face. Et ça, pour l'entrepreneur que je suis, qui aime quand même bien le business, on l'a dit, je suis ma passion et j'ai développé d'autres aires de ma vie. Quand même, j'ai un peu ce côté conquête et j'adore le business. C'est frustrant en fait de sentir qu'il y a un potentiel de marché, des thématiques sur lesquelles on m'accorde de la crédibilité et que pour l'instant j'ai pas encore l'offre en face. Donc j'ai fait des choses super avec Bootcamp System, je vais continuer de le faire et c'est un programme qui m'a déjà rapporté 80 000 euros mine de rien, donc c'est un pari gagnant. Mais je sens que je peux faire encore plus avec une offre où j'aurai un impact encore plus 360 sur mes clients. Est-ce que tu trouves de l'inspiration du côté des États-Unis ou ailleurs, par exemple? Je pense notamment au bootcamp. C'est vrai que tout ce qui se passe aux États-Unis arrive en France après. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui se passent, des formats qu'ils ont là-bas qui pourraient t'inspirer aussi ici à développer? Sur la partie format d'offre, en réel... Je suis pas forcément hyper inspirée par ce que font les Américains. Il y a plein de choses hyper intéressantes, mais je trouve qu'en fait, en France, la plupart des acteurs, des gros acteurs, le font déjà. Là où je m'inspire beaucoup plus des Américains, c'est sur la partie marketing.
où vraiment à chaque fois sur les canaux d'acquisition, sur les leviers d'activation de l'audience, etc., ils ont 2 ans d'avance. On l'a vu avec les webinaires de vente, le temps que ça arrive en France, alors qu'ils faisaient ça depuis 5 ans, le temps que ça se professionnalise en France. Et dès que là, ça commence à se professionnaliser, tout le monde dit en France c'est bon, les webinaires de vente, c'est fichu, c'est mort, ça marche plus. Alors que ça marche très bien pour beaucoup de gens encore. Alors en fait, ouais, ça, c'est une vraie source d'inspi, ce que font les Américains sur la partie market. Et toi, d'ailleurs, tu regardes aussi ? Je suis pas tellement axée business, en fait. Enfin, de plus en plus, hein, tout ce qui est... du coup, j'ai dû m'intéresser à la vente. Parce que c'est vrai que c'est ça, être entrepreneur, en fait. C'est que tu as un domaine d'expertise, mais en fait, ça suffit pas parce qu'il faut le vendre après. Ouais. Et c'est pas du tout le même travail. Et puis, ouais, j'avais une croyance qui faisait que c'était mal de vendre, tu vois. Et puis, moi, ça m'a épuisée, ton bootcamp. Ça m'a épuisée moralement parce que je devais vendre. Ouais. Parce que la finalité, c'est ça. Si tu veux aider du monde, faire passer les gens à l'action, c'était vendre. Et mais c'est vrai que tu as pré-mâché le travail, tu vois, tu as préparé des modèles, justement, pour que ce soit plus facile. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de déranger. Et puis, en même temps, si les gens sont dans ma newsletter, c'est qu'ils veulent recevoir des informations. Mais c'était quelque chose de très difficile. Et finalement, non seulement qui s'apprend, mais l'entourage compte énormément. Tu vois, et puis... Donc c'était super d'être accompagnée dans cette aventure, parce que ça aurait pu se passer dans ma tête seulement, tu vois. Ouais, mais en fait, je vois très bien ce que tu veux dire. Et dans le bootcamp système, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'un programme marketing. En fait, souvent, les entrepreneurs qui participent sont confrontés finalement à ce qui va les bloquer eux dans leur croissance. Et ça peut être une difficulté à vendre, à oser vendre. Ça peut être le fait de pas réussir à se mettre en avant. Toi, t'as jamais eu cette difficulté et t'es vraiment hyper... je sais pas si tu l'as jamais eu, mais par contre sur LinkedIn, on la sent pas du tout. Et quand t'es arrivé, en tout cas dans le bootcamp system, t'étais, tu vois, la Isabelle ultra visible sur LinkedIn qui a des partis pris, qui parfois pousse des coups de gueule et tout. Et ça, je sais que ça avait inspiré plein de gens dans l'édition, parce que y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est très difficile de pas être lisse dans leur communication, par exemple, de dire ce qu'ils pensent vraiment. Et en fait, on a tous, et c'est normal, on a tous des petits angles morts, des sujets sur lesquels on doit encore travailler, mais on a envie de travailler dessus pour développer notre business, parce que comme tu l'as dit, la finalité à la fin, c'est d'aider des gens. Et dès qu'on est réconcilié avec le fait que développer sa boîte, c'est aider plus de gens, forcément, ça donne envie de lever tous les blocages, j'ai l'impression. Super. Est-ce que tu as des secrets, des routines un peu chelous à nous dévoiler Comme je disais, démarrer la journée en sortant, moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas, je crois que ça a été documenté, tu me diras scientifiquement, c'est documenté, donc il faut s'exposer au soleil. Oui, bien sûr. Dans les premières minutes, dans les... Oui. Ouais. Oui, parce que ça permet de synchroniser tout le reste de la journée, de mettre tes hormones au bon endroit, au bon moment. Et ça, je trouve que c'est un hack hyper simple, pour le coup, mais vraiment. Et très compliqué en même temps. Pourquoi ? Parce que personne ne le fait. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de friction parce qu'on est dans notre petit confort et puis on est dans notre roue où on sort plus. Et puis, moins on sort, moins on a envie de sortir. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, à partir du moment où tu as commencé à sortir, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 1000 pas au début, etc., c'est vraiment un cercle vertueux et qui dépasse le cadre de l'activité physique. Quand tu marches, tu n'es plus tourné vers ta to-do list, tu es tourné vers toi-même et ça t'apaise, quoi. Complètement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y a des frictions. En fait, je pense qu'il faut les regarder, ces frictions, et juste se demander comment on fait pour les lever. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais perdu l'habitude de sortir le matin de suite au réveil. Donc, j'ai fait 2 choses. La première, c'est que j'ai recommencé à le traquer. Donc, je note mes habitudes sur mon téléphone, et je me suis dit, tous les jours, je dois cocher cette case-là. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me faciliter le travail. Il faisait un peu froid. En fait, j'avais un peu la flemme de sortir quand il faisait froid. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est que je prépare ma tenue la veille. Je la mets pas loin du chauffage, donc elle est toute chaude. Donc, ça me motive à sortir de dessous la couette pour mettre des vêtements qui sont tout chauds. J'ai mes chaussures qui sont déjà sorties, mes chaussures de sport qui sont déjà sorties dans l'entrée.
je mets ma tenue, je descends, je vois mes chaussures, je mets mes chaussures et je sors, en fait. Mais comment arriver déjà dans cet état de conscience? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se lève et qui bouge plus de chez lui, en fait? C'est tellement facile maintenant. Avec le Covid, on s'est habitué en plus peut-être à travailler plus de la maison, etc. Donc on pourrait vivre toute la journée pendant 24 heures sans jamais sortir de chez soi. Complètement. En fait, je pense qu'il y a quand même un peu un acte de foi au départ, de dire ok, je sais pas si ça va marcher sur moi ou quoi, mais la manière dont je me sens actuellement ne me va pas, donc je vais faire confiance à cette méthodologie-là et je vais trouver ensuite des hacks, moi, dans ma vie pour réussir à l'appliquer. Et moi, c'est ce que j'avais fait Moi, j'avais fait le choix de prendre un coach et d'investir parce que je savais aussi que de sortir de l'argent, ça allait me contraindre en un sens à passer à l'action. Pendant combien de temps t'as pris le coaching? Combien de temps il t'a fallu? Il m'a fallu 6 mois pour perdre 25 kilos. Et après ça, on a basculé. Je bosse toujours avec Jonathan. Il m'accompagne toujours. Ah, génial. C'est très light aujourd'hui. C'est quelques messages WhatsApp par-ci par-là et un appel de 20 minutes toutes les 2 semaines. Mais ça me permet de garder le cap, de faire le point. Et donc, ouais, c'est toujours le cas. Mais ça a été les 6 premiers mois, je dirais, important. Ouais. Et lors d'un coaching, c'est vrai que tout vient de la personne qui est prête justement à être coachée, peut-être plus que du coach, même si j'entends qu'il a été vraiment super. Je ne sais pas comment formuler ma question, mais... C'est quoi la bonne posture, en quelque sorte, ou non? Ouais, c'est ça, parce que tu t'as fait all in, en fait. Tu t'es dit... Alors, bien sûr, tu t'es pas dit, oui, je vais passer de 0 pas à 20 000 pas. Ouais. Mais petit à petit, en fait, ça s'est passé, c'est ça. L'acte de foi, tu n'avais pas tout prévu à l'avance, faire ci, faire ça. Donc, c'était un pas à la fois, c'est ça? C'était un pas à la fois et c'était un acte de foi, par contre, il me dit de faire quelque chose, je le fais. Et moi, j'ai vraiment cette posture dans tous les domaines de ma vie. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je vais voir quelqu'un qui, a priori, sait. Si on est dans ce type de relation, je le paye, ou sinon c'est un ami, mais peu importe, je vais voir quelqu'un qui sait mieux que moi, et s'il me dit de faire quelque chose, j'applique. Et peut-être j'applique, je sais pas les résultats, je remets en question ensuite. Ok, c'est pas la méthode pour moi, etc., peu importe, mais mon premier réflexe, c'est d'appliquer. Quitte à faire des erreurs. Quitte à faire des erreurs, ouais. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ok, mais en fait du coup tu manques d'esprit critique, tu prends pas tes décisions par toi-même et tout. Oui, en un sens, je délègue un petit peu la responsabilité à ce moment-là de la décision, etc. Mais ça permet vraiment de poser le cerveau. Et je trouve que quand on veut résoudre des problèmes, parfois le vrai souci, c'est qu'on est trop dans notre tête. Et à chercher la méthode parfaite, on procrastine, on fait rien du tout. Et donc on peut passer des semaines et des semaines à se renseigner sur comment perdre du poids, découvrir 10 000 méthodes différentes, faire 30 plans de nutrition, 10 000 recettes d'avance, etc. Et au final, on passe jamais à l'action. Et on se dit toujours demain je commence. Et moi je trouve qu'il y a rien qui... Il y a une phrase, je ne sais pas de qui elle vient à l'origine, mais moi je l'attribue à Oussama Ammar parce qu'il la répète très souvent, qui est l'action précède l'information. Et j'adore cette phrase. Et donc vraiment, je suis en mode, je fais, et après, je tire des conclusions. Ouais, moi, je suis pareil. Je passe à l'action, sans savoir si ça va être forcément dans la bonne direction, mais c'est en faisant qu'on sait. Oui, c'est ça. Plutôt que cogiter, faire des benchmarks, est-ce que je vais plutôt faire cette diète ou plutôt celle-là, et puis finalement, on fait dur sur place, quoi. Et c'est applicable dans tous les domaines de sa vie. Alors, littéralement. Est-ce que je devrais me lancer sur YouTube ? Lance-toi sur YouTube, ouais, c'est ça. Et puis après tu verras. Et si après avoir fait tes 2 premières vidéos, tu détestes ça, t'es vraiment trop mal, etc., peut-être c'est pas ton canal, en fait. Mais lance-toi quand même, au pire tu supprimes. Super, Adri. J'ai peut-être une dernière question. Voilà, je suis entrepreneur solo. Ouais. On est en 2026. Je sais pas quoi faire de ma vie. Je sais pas... Qu'est-ce que je dois lancer comme produit ? Je viens de voir. Qu'est-ce que tu me dis ? En fait, pour moi, il y a un peu plusieurs étapes de croissance schématiquement. Et la première étape, c'est vraiment de trouver sa zone de génie et trouver ce pourquoi on peut être payé en kiffant. Une fois qu'on a trouvé ça, il faut réussir à le vendre et donc il faut développer un canal d'acquisition. Moi, les solopreneurs que j'accompagne, ils ont ces 2 éléments-là. C'est-à-dire qu'ils ont validé qu'ils sont bons dans un domaine et qu'ils arrivent à être payés pour, et qu'ils ont un endroit où ils arrivent à le faire savoir et à attirer des clients. Première chose,
en fait, éprouve ce modèle-là, vend, apprend des choses sur le terrain auprès de tes clients, etc. Une fois que tu arrives un petit peu à un cap sur ça, parce que par exemple tu vends du coaching individuel et tu sens que tu n'as plus de place, ou parce que tu vends de l'exécution mais du coup tu n'arrives pas à basculer sur une posture plus stratégique et apporter plus de valeur à tes clients, etc. À ce moment-là, effectivement, ce que je trouverais intéressant, c'est de basculer vers des modèles plus hybrides, où tu vas venir, plutôt que de faire ou d'accompagner en individuel les gens, leur mettre à disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent, eux, passer à l'action et se transformer. Et devenir vraiment un mentor sur leur chemin. Et donc le bootcamp en ligne, c'est un super format pour ça. Mais c'est pas parce que je crois dans le bootcamp en ligne, que j'ai fait des bootcamps pour mes clients, que j'ai moi-même un bootcamp, et que du coup je vends le bootcamp, que c'est la seule manière de faire. Sincèrement, ce dans quoi je crois, c'est dans l'hybridation des offres d'accompagnement. C'est fini les formations en ligne ? Ouais, pour moi, c'est. En fait, le marché va continuer de croître parce qu'il y a forcément toujours une forme d'inertie et qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont même pas encore passés, ont pas encore passé le pas de se former à distance versus se former dans une salle de cours. Donc, bien sûr que le marché va continuer de se développer. Mais en fait, avec l'IA, l'accès à l'information, y compris une information qui est parfaitement packagée pour qu'on puisse la recevoir par rapport à son niveau, c'est hyper facile. Alors que passer à l'action, c'est compliqué, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, il faut des gens. Mon parti pris, c'est que les gens vont plus payer pour être accompagnés sur le passage à l'action et pour l'accès à une communauté que pour réellement l'information en tant que telle. Et s'ils payent pour une information, c'est plutôt pour un insight, donc un regard spécifique de l'entrepreneur. Et là, la personal brand a tout son intérêt parce qu'en fait, c'est ça qui va donner de la valeur perçue au regard de cette personne en particulier. Et finalement, c'est ça qu'on achète. C'est vraiment le fait qu'on est pris par la main pour passer à l'action, qu'on accède à une communauté de gens qui sont comme nous, dans laquelle on va trouver de la valeur, et le regard spécifique de quelqu'un qui a une lecture particulière sur le marché, sur la discipline, qui n'est pas du tout le regard de tout le monde. Parce que ça, l'IA le fournira jamais. L'IA donnera toujours des informations assez froides et c'est normal. Je pense que ça a de l'intérêt. Mais du coup, c'est pas ça qu'on ira chercher. C'est chez les coachs, infopreneurs, accompagnateurs, thérapeutes, etc. Et l'importance du personal brand pour toi ? Majeur. Je sais que c'est pas indispensable. Je sais que plein de gens arrivent à développer des business sans ça. Moi, j'y accorde beaucoup d'importance. C'est un pari que je fais sur l'avenir. Je pense que avec l'IA, il y a aussi une forme de défiance, de crise de la confiance qui est exacerbée et qui aura une prime. Là-dessus, je rejoins une analyse faite par Jeremy Coleman, il en parle beaucoup, qui aura une prime aux personnes qui créent du contenu depuis longtemps. Parce que demain, on verra des comptes Insta où on ne connaît pas le visage de la personne derrière. Ça sera généré par IA de A à Z. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont créé du contenu bien avant, qui ont fait des vidéos sur YouTube bien avant, qui ont pris la parole sur LinkedIn pendant des années avant, et ben là, il y aura une prime à l'authenticité. Et du coup, ils vont encore plus capitaliser sur ça. Enfin, ça va être retour sur investissement complètement décorrélé. Carrément. Et là, je suis en train de me dire, avec tout ce qui est Cloud Code, etc., vibe coding, je me dis, je laisse tomber le personal brand et puis je me lance dans la création d'applis. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ouais, je pense que ça peut être hyper intéressant. Et c'est juste, moi, c'est pas du tout la voie qui m'inspire, en fait. Mais est-ce que ça a du potentiel ? Oui. Est-ce que c'est une manière de délivrer son expertise à beaucoup de monde d'un coup ? Oui. Ce dans quoi je crois, c'est que toutes les formes d'accompagnement hybride que je te présenterai, demain, intégreront aussi des outils pour à nouveau faciliter le passage à l'action. Si tu es... juste, je prends mon exemple. J'aide les gens à lancer un bootcamp. Je leur dis comment faire une page de vente. Il y a une friction au passage de travail sur la page de vente. C'est long, c'est chiant, ça fait peur. Oui. Voilà. Non, mais je le sais. Moi, je trouve que c'est un exercice hyper important dans la démarche de conception de son offre. Mais demain, je leur mets à disposition un outil que j'ai créé, qui est alimenté avec mon cerveau, toutes mes techniques marketing, etc. Et ils ont juste à interagir avec, transmettre ce qu'ils ont dans leur tête sur l'offre, et la page de vente est générée automatiquement. C'est énorme, ça. Franchement, la page de vente qui est générée automatiquement. Si tu la mets dans le bootcamp, je refais le bootcamp. Hein. Ouais, non, mais tu vois, c'est incroyable. Et ces outils existent déjà. Ouais. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est pas seulement avoir un outil qui fait la page de vente, c'est qu'elle fasse une page de vente en appliquant ma méthodologie, en fait. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ça, demain. La plupart des formats d'accompagnement hybrides intégreront ça. Et c'est presque comme si tu remettais du done for you, du coup, dedans. Oui, c'est ça. Et donc, la valeur perçue, encore une fois, elle explose. Et ça,
j'ai du mal à penser qu'une formation en ligne classique pourra concurrencer ce type de programme-là. C'est génial pour les solopreneurs, ça. Tu es tout seul et en fait, tu peux... parce que avant, on était limité quand même par le temps, par les outils, etc. Là, on a un super assistant. Exactement. Les solopreneurs, historiquement, faire 1 million d'euros en restant seul, sans salarié, avec juste 2 ou 3 freelances autour de soi, c'était déjà une prouesse en France. Ouais. Mais je pense qu'avec l'IA, ça va devenir normal. Enfin, normal, ça restera toujours une minorité, qu'on s'entende. Mais ça va devenir de plus en plus banal quand même. Demain, le prochain cap des solopreneurs français sur le marché francophone, c'est plutôt du 10 millions d'euros par an. Incroyable. On verra ce que ça donne. Ouais. Est-ce que tu aimes bien les somtam? Qu'est-ce que donc que ça? C'est de la papaye pilée que tu vas certainement goûter en Thaïlande. C'est le premier truc. Non, mais moi, dès que je pense à un truc, je parle de bouffe, en fait. C'est une salade de papaye piquante. Bah, tu me diras, la première fois que tu vas en goûter. Mais genre, j'adore ce qui pique. Genre, ah ouais? Vraiment, c'est ma vie. Ouais, mais quand même, c'est costaud. Ok, bah écoute, let's go. Je t'enverrai une photo. Ouais, allez. Bah, merci beaucoup, Adri. Merci à toi. Reviens quand tu veux. Avec plaisir. À très vite.